au Québec ont été administrés. Donc, pour ça, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement Legault. Et 67 000 travailleurs de la santé qui ont reçu le vaccin. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Alex. On va écouter à l'instant ce qu'a à nous dire le premier ministre Legault. À plus tard. Bonjour tout le monde. Mais d'abord, je veux tout de suite revenir sur le couvre-feu qui a commencé samedi soir. J'ai été vraiment impressionné, touché de voir comment les Québécois ont suivi les directives. C'était beau de voir que les Québécois ont été solidaires et puis sont restés chez eux pour s'assurer qu'il y ait le moins de contact possible et puis qu'on finisse par casser cette deuxième vague puis réduire les hospitalisations et les décès. Donc, je veux remercier tous les Québécois. Je veux remercier aussi les policiers. Les policiers ont fait un travail extraordinaire. On leur avait dit la semaine dernière, c'est plus l'approche avertissement, c'est l'approche contravention. Ils ont donné, durant les 2 soirées, les 2 nuits, 740 contraventions là, pour les personnes à travers le Québec. Là. Donc, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais le travail a été bien fait. Puis, je veux les remercier, les policiers, d'avoir fait appliquer ces consignes-là, là, qui sont quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois, je pense, au Québec qu'on a un couvre-feu, en tout cas, moi, ce que je me souvienne. Et donc, évidemment, c'est une mesure qui est grave parce qu'on a une situation qui est grave. Et quand je dis qu'on a une situation qui est grave, il y a surtout 2 groupes de personnes qu'il faut protéger. Le premier groupe de personnes, ce sont tous ceux et celles qui travaillent dans le réseau de la santé. On le sait, on est rendu aujourd'hui avec plus de 1400 personnes, 1400 patients COVID dans nos hôpitaux. Bien, évidemment, au-delà des lits qui sont occupés, c'est toujours le même personnel. Par exemple, c'est toujours les mêmes infirmières qui s'occupent autant des patients COVID que des patients qu'on pourrait appeler réguliers. Donc, ça met une pression très forte sur nos hôpitaux, en particulier dans la grande région de Montréal. Même si on tient compte d'un ratio par 1000 habitants, il y a plus de cas, plus d'hospitalisations dans le Grand Montréal que dans le reste du Québec. Il faut faire attention parce que dans le reste du Québec, il y a des cas aussi, puis évidemment, la capacité est moins grande, mais il reste qu'il y a une grosse pression sur la santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le docteur O'Patterney qui est avec nous pour répondre aux questions, puis aux décisions difficiles qu'on est en train de prendre pour être capable de s'assurer qu'on fait le bon dosage entre les lits qui sont occupés et puis disponibles pour la COVID, puis les lits qui sont occupés, que ce soit par les urgences ou pour des chirurgies. Ça devient des choix quand même là, qui doivent être faits par des spécialistes qui connaissent ça. Quand je vous dis qu'il y a 2 groupes qu'on doit protéger, bien évidemment, l'autre groupe, ce sont les personnes vulnérables. On a aujourd'hui 51 nouveaux décès, donc c'est beaucoup de monde. On a des gens qui sont plus vulnérables, en particulier les personnes âgées. Là, je voudrais, s'il y avait un message que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est le message de faire attention aux personnes de 65 ans et plus. Je vous donne juste 2 chiffres qui veulent tout dire. 80% des patients COVID ont 65 ans et plus, puis 95% des décès, ce sont des personnes qui ont 65 ans et plus. Donc, ça veut dire que si on se met tous ensemble en équipe pour éviter les contacts avec les personnes de 65 ans et plus, on va régler une grande partie du problème. Et je comprends que ça arrive que des personnes de 65 ans et plus qui sont seules, qui ont besoin de proches aidants, mais ce que j'oserais dire, c'est qu'on pourra se reprendre après. Là, hein? J'espère que la deuxième moitié de l'année 2021 va être plus facile. Donc, calculons les fois qu'on serait allé voir les personnes de 65 ans et plus, puis on les additionnera, puis on ira plus souvent après. Mais actuellement,
c'est important de faire tout ce qui est possible d'être fait pour éviter les contacts avec les personnes de 65 ans et plus. Évidemment, la vaccination, le ministre de la Santé va en parler tantôt, va bien. On a à peu près vacciné la moitié des résidents dans les CHSLD. Puis là, bien, il va y avoir une séquence. Ensuite, ça va être les résidences personnes âgées. Après, ça va être les personnes âgées. Donc, évidemment, que ça va venir plus tôt que tard. Puis, vous avez vu les chiffres. Là, on a utilisé, administré 80% des vaccins qu'on a reçus, des doses qu'on a reçues. On est la province, jusqu'à présent, qui en a fait le plus en pourcentage de ce qu'on a reçu. Puis au fur et à mesure qu'on va en recevoir, comme on l'a déjà dit, on a une capacité au moins de 250 000 par semaine. On nous en promet 250 000 d'ici le début février. Donc, il n'y aura aucun problème à ce que toutes les doses soient utilisées. Et bien, c'est un peu comme la lumière au bout du tunnel, ça. Puis je dis ça aux personnes de 65 ans et plus parce que je ne veux pas les stigmatiser, je ne veux pas les pointer du doigt, c'est juste factuel. Ce sont les personnes de 65 ans et plus ou des problèmes, les personnes qui ont des problèmes de santé qui sont plus vulnérables. Donc, faisons attention. Puis si vous avez 65 ans et plus, bien, faites encore plus attention à vous. Ça m'amène à vous parler des plus jeunes. Bon, d'abord, vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir de voir les images aujourd'hui des jeunes qui retournent à l'école au primaire avec le sourire, voir leurs profs, voir leurs amis. C'est beau de voir ça. J'entends, là, puis je lisais certains messages, il y a des personnes qui disent ben c'est risqué de retourner les enfants à l'école. Puis, je n'essaierai pas de vous faire croire qu'il n'y a pas de risque, mais c'est un risque calculé. C'est un risque calculé dans le sens que, il y a d'autres inconvénients si les enfants ne vont pas à l'école. De ne pas aller apprendre. Déjà, ils ont manqué beaucoup de semaines au printemps. Ça va être difficile. Puis, bon, vous l'avez vu vendredi, le ministre de l'Éducation a parlé des mesures qu'il va mettre en place pour le rattrapage, puis le tutorat. Et puis, on va tout faire pour qu'ils réussissent leur année. Mais il reste qu'on ne peut pas garder les enfants à la maison. Il y a une question aussi sociale. Ils veulent voir leurs amis. Donc, très, très important. Puis juste vous dire aussi, on n'oublie pas là, les plus jeunes du cégep, l'université. Je sais qu'il y en a qui nous ont dit, bon, on n'a pas parlé de nous. Bon, on prend pour acquis, puis je sais que c'est dur pour eux autres, là, qui sont un peu plus capables que les plus jeunes de suivre des cours à distance, mais je sais que c'est dur de ne pas voir ses amis, de ne pas se faire une nouvelle blonde, un nouveau chum. Donc, on travaille là-dessus avec la santé publique. On met beaucoup de pression sur la santé publique pour qu'il y ait un peu de présentiel bientôt dans les cégeps et les universités. Mais je veux juste vous dire, là, quand même, que c'est un risque calculé. Moi, j'assume ce choix-là. Hein, il y a d'autres plages, voilà, en Ontario, puis il y a d'autres, il y a même des médecins qui disent « Ah, moi, j'aurais pas retourné les enfants à l'école. » Bien, ça fait partie de ma job de prendre des décisions, puis je pense qu'il y a plus de désavantages que d'avantages de laisser les enfants à la maison. Donc, j'assume ce risque-là. Ce qui est important, par contre, de préciser, c'est que les enfants qui vont à l'école, c'est encore plus important qu'ils ne voient pas leurs grands-parents de 65 ans et plus. Il ne faut pas qu'ils soient en présence. Puis, comme je le disais la semaine dernière, ce n'est pas une bonne idée de faire garder ces enfants par des personnes de 65 ans et plus parce que les jeunes n'ont pas beaucoup de risques d'avoir des conséquences graves, mais ils peuvent facilement transmettre le virus aux personnes de 65 ans et plus. Puis les personnes de 65 ans et plus, eux autres, sont très à risque de conséquences graves. Peut-être je termine sur une note qui est encourageante. Bon, vous voyez, en fonction du nombre de tests qui est fait, là, il y a eu dans les derniers jours soit beaucoup de tests, soit très peu de tests. Ce qui est important, c'est le taux de positivité. On est rendu autour de 7 % de positivité. C'est une nette amélioration. On a été
et des journées à 11, à 10. Semaine dernière, on était à 8 certains jours. Donc, on est rendu à 7. Évidemment, on ne peut rien prendre pour acquis, là. Demain, ça sera quoi? Après-demain, ça sera quoi? Mais là, on voit quand même qu'on est rendu à 7. C'est une bonne nouvelle. Puis peut-être répéter, faire attention. Le docteur Arruda l'a expliqué souvent. Dans un premier temps, il y a les cas. Quelques semaines plus tard, il y a les hospitalisations. Puis ensuite, il y a les décès. Donc, vous le voyez, aujourd'hui, il y a quand même relativement beaucoup de nouvelles hospitalisations puis de nouveaux décès. Mais le fait qu'il y ait moins, toute proportion gardée, de cas, c'est encourageant pour dans 2 semaines et demie. Ça veut dire que peut-être que les mesures, on les a annoncées mercredi. Là, je pense qu'il y en a qui ont commencé à les appliquer même dès mercredi passé. Je pense, pour l'instant, ça a l'air de vouloir donner des bons résultats. Donc, les Québécois sont capables de serrer les coudes quand c'est nécessaire. Les Québécois sont capables de jouer en équipe. Puis je veux remercier tous les Québécois et les Québécoises pour leurs efforts. Bonjour à chacun. J'aimerais dire que j'ai été fort impressionné de voir la solidarité des Québécois et des Québécoises qui ont respecté en grande majorité le couvre-feu de la fin de semaine. Merci. J'aimerais également remercier les corps policiers de leur travail. Nous leur avons demandé d'émettre moins d'avertissements et davantage de contraventions. Nous ne pouvons accepter que quelques individus irresponsables mettent le reste de la population en danger. Et quand je pense au danger, je réfléchis à nos hôpitaux. Je songe à l'aspect critique, surtout en région montréalaise. La première raison pour laquelle nous continuons tous nos efforts collectifs, c'est afin d'aider nos travailleuses et nos travailleurs de la santé. La deuxième raison, c'est de réduire le nombre de décès. Il nous faut protéger nos êtres vulnérables, surtout ceux qui ont plus de 65 ans. Ils représentent 80% des hospitalisés et 95% des décès. Je demande à mes concitoyens et concitoyennes de limiter leur contact avec ces gens-là. Nous sommes au dernier tour de ce marathon. Il n'est pas le temps d'abandonner la lutte. Les vaccins sont là. Nous avons déjà vacciné la moitié des résidents des CHSLD et nous inoculons nos travailleuses et travailleurs de la santé. Alors nous voyons la lumière au bout du tunnel. Par contre, il nous faut quand même encore réduire nos contacts avec les gens de plus de 65 ans. Je sais que les Québécois et les Québécoises peuvent rester unis pour s'entraider. Je vous remercie de faire partie de notre équipe. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais dire peut-être quelques mots spécifiques, 3 ou 4 points sur la vaccination, mais j'aimerais commencer par remercier tout notre personnel de vaccination. Ce que le premier ministre vient de dire, là, dans un temps assez record, dans des conditions difficiles, on vient de passer de l'influenza à COVID-19. Je pense que c'est important, des gens sur le terrain, de les remercier parce qu'ils font un super bon boulot. Puis en plus de tout le reste du travail qui se fait. Je vais vous donner quelques statistiques. Puis vous savez qu'on aime les tableaux, alors je vais vous en présenter un autre, là. Rappelez-vous qu'on a toujours nos 10 catégories de priorité. Ici, on se concentre vraiment sur les 4 premières parce qu'on est vraiment dans nos personnes vulnérables et le personnel de la santé. Mais ce que le premier ministre montrait ici, c'est que déjà, lorsqu'on fait l'hypothèse de vacciner 75% de nos personnes en CHSLD, ça ne veut pas dire qu'il y en a 25% qui ne veulent pas, mais c'est l'hypothèse qu'on fait. On serait déjà à plus que la moitié de fait, ce qui est extraordinaire. Mais ce qui est encore mieux, c'est que, comme prévu, d'ici 2 semaines, au plus tard, tout le personnel des CHSLD serait vacciné. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et dans le 80 000 personnes dont on parlait tout à l'heure, 90 000 personnes, on a déjà plus de 60 000 personnes de notre personnel de santé qui a été vacciné. Alors, ça, c'est le premier point que je voulais faire. Donc, on est vraiment alignés, là, en autant que les vaccins nous viennent tels que le gouvernement fédéral s'est engagé,
notre objectif de faire 250 000 d'ici le 8 février, il est vraiment dans notre ligne de mire. Puis ça, pour moi, c'est important. Maintenant, cette semaine, je veux juste avertir un petit peu à l'avance les gens parce que vous avez vu, on publie les statistiques de vaccination tous les jours. On a eu des journées à 13 000 encore une fois. Hier, on a eu, dans les rapports que vous avez eu aujourd'hui, un petit peu plus que 8 000. Là, on est rendu serré parce que les vaccins qui rentrent cette semaine de Moderna et de Pfizer, il ne faudrait pas qu'il arrive une journée de plus en retard parce qu'on ne serait pas capable de vacciner à la vitesse où on veut vacciner. Donc, vous allez me reconnaître, là, des vaccins, amenez-en, on est prêt à vacciner. Alors, c'est ça le message que je veux passer et de vous dire que nos équipes sont là. On attend de la part de Pfizer plus de 46 000 vaccins cette semaine et de la part de Moderna, 34 000. Donc, on est capable, mais c'est serré. Fait que si jamais vous voyez une baisse, une petite baisse, une journée ou deux, c'est peut-être parce qu'il y a eu des délais à l'entrée, parce que là, on est capable vraiment de bien vacciner, puis on est prêt pour le faire. Ça aussi, c'est une autre bonne nouvelle. Maintenant, je donnerai juste une précision sur la question de la deuxième dose. Ça a fait beaucoup de l'objet de questions. Puis rappelez-vous, au début, puis là, je dis on est au mois de décembre, rappelez-vous, on a eu nos rencontres du 14 décembre, du 21 décembre, puis jusqu'au 28-30 décembre, on était à réserver une deuxième dose pour les vacciner. Et ce qu'on a réussi à faire, il y a eu des discussions dans les différentes santé, le groupe de santé du Québec avec le fédéral, des discussions avec Pfizer. On a décidé d'utiliser complètement les doses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va très bien en ce moment, parce qu'on les a utilisées. Là, il y a des discussions avec la santé publique pour voir, avec le fabricant et avec la Commission nationale, pour voir si est-ce qu'on revient aux fameux 3 semaines qui étaient prévues. Est-ce que nous, dans nos scénarios, on l'avait mis jusqu'à potentiellement 3 mois. Est-ce qu'on trouvera un compromis entre les deux? C'est quelque chose qu'on suit de très proche. Alors donc, je voudrais vous dire en ce moment que la décision, aussitôt qu'elle va être communiquée par la santé publique, je pense que c'est une question de prochains jours, on pourra vous revenir. Maintenant, je vais arrêter là, puis s'il y a des questions spécifiques, je les prendrai, mais le résumé, c'est que la vaccination, ça va très bien. Puis c'est ça que je pense qu'on va dire. Puis encore une fois, je remercie les équipes. Maintenant, si la vaccination va bien, la situation dans les hôpitaux est toujours préoccupante. Puis je pense que c'est pour ça qu'on voulait avoir le docteur O'Patterney qui est dans l'équipe de Mme Savoie, qui fait, elle aussi, je vous lis son titre là, parce que je ne veux pas oublier, on est chanceux d'avoir ces experts-là de qualité. Dr O'Patterney, elle est sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques. Et je pense qu'elle est la meilleure personne pour dresser la situation que nous avons dans nos hôpitaux. Alors, Lucie, merci beaucoup d'être là. Merci, Lucie. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Dr Arruda, merci de me donner l'occasion aujourd'hui de donner un peu plus de détails sur ce qui passe dans notre réseau, sur le terrain actuellement. En effet, la situation actuelle dans les hôpitaux du Québec est très critique. La hausse des cas et des hospitalisations impose une pression énorme sur les réseaux et sur les travailleurs, malgré tous les efforts et les mesures déjà mis en place. Malheureusement, certains patients risquent d'en subir des conséquences. La majorité d'hôpitaux au Québec en ce moment se situent au niveau maximal de l'élestage et réussissent avec difficulté à réaliser les chirurgies urgentes et oncologiques. Si la tendance se maintient, il pourrait y avoir un dépassement des capacités des lits d'hospitalisation et de soins intensifs pour les patients, autant ceux de la COVID-19 que pour d'autres maladies. Ceci forcerait le réseau à prendre des décisions encore plus difficiles qu'elles le sont déjà. Si on prend le Grand Montréal, le nombre d'hospitalisations a presque doublé depuis la mi-décembre. Il y avait à peu près 472 le 11 décembre et ça a monté à 1071 hier. Il faut aussi comprendre que la situation est d'autant plus grave en raison d'un manque important de personnel. Dans le contexte où les ressources des hôpitaux sont déployées pour prêter main forte dans les milieux de vie pour aînés qui sont en éclosion et que la transmission communautaire élevée entraîne également des éclosions dans les unités de soins.
Plusieurs activités seront délestées en partie ou en totalité. Je vous donne quelques exemples. Les chirurgies semi-urgentes et non urgentes, le dépistage de cancer de côlon par la coloscopie, les greffes de reins provenant de donneurs vivants, ceci est à l'exception de la clientèle pédiatrique, beaucoup de consultations non urgentes en clinique externe spécialisée, comme en médecine famille. Alors, vous comprenez que les impacts sont énormes et se feront sentir pendant encore plusieurs mois, voire des années, en raison de retards qui s'accumulent dans les listes d'attente. Le choix des activités à délester, qui est prise en lien avec des groupes d'experts, est de plus en plus difficile à faire. Je rejoins donc les propos du premier ministre et du ministre Dubé et je demande à la population de respecter les mesures sanitaires en place. La conséquence du non-respect de ces mesures seront dramatiques pour le réseau, les patients et la population. Je prendrai ici un moment pour remercier tous les travailleurs de santé qui œuvrent sans cesse depuis plusieurs mois. Les médecins, infirmières, paramédics, pharmaciens, techniciens de laboratoire et autres. On sait que c'est difficile. On sait que vous vivez un stress et une fatigue depuis des mois et des mois. Et je tiens personnellement à vous remercier pour tout votre travail. Merci. Merci. Donc, on va débuter la période de questions. On va prendre une question, une sous-question par journaliste. Je vous demanderai aussi de bien vouloir indiquer à qui votre question s'adresse parmi les 4 intervenants qu'on a. Donc, on va débuter avec Marco Beller-Cirino du Devoir. Oui, bonjour à vous tous. Ma question s'adresse à la sous-ministre adjointe. Madame la sous-ministre, des établissements de santé ont-ils engagé le protocole national de priorisation pour l'accès aux soins intensifs ou certains sont-ils sur le point de le faire? Autrement dit, l'heure des choix difficiles de traiter un patient plutôt qu'un autre a-t-il sonné? Alors, pour le moment, non, nous n'avons pas déployé ce protocole qui fait ces choix-là. Ceci dit, le réseau a été demandé de mettre en place des formations, des webinaires, des équipes en place pour regarder le protocole et même pour faire les simulations papier au cas où il faudrait l'utiliser. C'est un exercice qu'on se disait vraiment purement hypothétique il y a que quelques mois et malheureusement, la possibilité d'avoir à un moment donné recours à ce protocole-là est de plus en plus une possibilité. Donc, une possibilité dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Toujours si la tendance se maintient? On parle plus en termes de semaines. C'est pour ça qu'on ne voudrait pas attendre. Avec les prévisions que nous avons de l'INES, on peut prévoir pour quelques semaines. Alors, évidemment, on ne voudrait pas attendre à la dernière minute pour mettre en place des choix difficiles pour arriver là. C'est pour ça que nous essayons de faire des choses et de mettre des choses en place maintenant pour ne pas y arriver. Ariane Lacourcière, La Presse. Docteur O'Patterney, vous avez mentionné qu'il y a justement certains patients qui pourraient en payer le prix. Donnez un exemple concret. Je pense à quelqu'un qui a besoin de son coloscopie pour un dépistage de cancer de côlon, puis on ne peut pas lui donner une date. Je pense à quelqu'un qui, oui, peut-être c'est pas une question de vie ou de mort, mais il y a une douleur quand il marche puis il ne peut pas avoir son prothèse de hanche. On peut penser à plusieurs de cas. Nous avons en ce moment 140 000 chirurgies en attente d'être actualisées. Oui. En fait, c'est pour M. Dubé. Vous parlez, entre autres, là, que vous êtes capable de prendre les vaccins s'il y en a plus qui arrivent, puis vous en attendez 80 000 à peu près. Je pensais sur le calendrier que vous aviez montré la dernière fois que c'était le lundi que vous les receviez. Est-ce que vous les avez? Est-ce que... Non, mais c'est ce qu'on a expliqué, puis je pense que M. Paré a expliqué aussi la semaine dernière. C'est que, je donne juste l'exemple, cette semaine, là, les vaccins ne nous rentrent pas toujours en début de semaine. Cette semaine, là, du côté de Pfizer, ils nous rentrent le mardi, le mercredi et le jeudi. Puis du côté de Moderna, c'est mercredi et jeudi. Donc, c'est pour ça, quand vous voyez le nombre, je vous dis, cette semaine, il en rentre 80 quelques mille, mais ils ne rentrent pas la première journée. Alors, quand je vous dis qu'on a été capable de faire jusqu'à 13 000, surtout dans
Je dirais qu'en ce moment, on vit nos conditions les plus difficiles de distribution dans les CHSLD. C'est pas de la vaccination de masse qu'on fait. Alors moi, je pense, c'est pour ça que je dis que les équipes ont très bien fait. Mais là, étant donné qu'on est encore dans nos conditions difficiles de CHSLD, ce qu'on aimerait, c'est que les vaccins rentrent encore plus rapidement pour qu'on n'ait pas d'interruption dans notre processus de vaccination. Mais jusqu'à maintenant, je dirais que l'équipe de M. Paré ont fait un boulot extraordinaire. Andy Saint-André, TVA Nouvelle. Oui, pour Mme O'Patterney. Bonjour, avocate. Vous avez dit, Mme O'Patterney, la majorité des hôpitaux au Québec sont au niveau maximal de délestage. La situation est telle que plusieurs hôpitaux sont aussi désormais contraints de transférer des patients ailleurs dans le réseau. Avez-vous des chiffres à nous donner là-dessus quant au transfert des patients d'un endroit à l'autre? Je ne crois pas que j'ai parlé des transferts de patients dans le réseau. Nous avons, par exemple, pour ce qui concerne les patients qui ont besoin des lits de soins intensifs, il n'y a pas tous les hôpitaux qui ont des capacités pour les patients COVID. Alors, des fois, il y a des transferts de ces patients-là vers un autre milieu. Par exemple, il y a quelqu'un à Anna-la-Berge qui a été transféré vers l'Estrie. Mais pour le moment, on essaie vraiment d'avoir des soins qui se donnent de façon locale. Parfait. Question pour M. Dubé concernant la vaccination maintenant. Une fois que la vaccination va être faite dans les CHSLD, vous avez parlé de 2 semaines tout à l'heure, c'est l'objectif. Comptez-vous utiliser les grands espaces, je pense au centre de congrès, pour la vaccination de masse? Ça s'en vient rapidement. Oui. Bien, tout d'abord, je vous rappelle qu'il faut penser notamment à finaliser notre personnel de santé. Puis ça, bien, ça se vaccine aux mêmes endroits. Là. Si ce n'est pas dans les CHSLD, c'est dans nos centres hospitaliers. Puis rappelez-vous aussi que notre troisième clientèle, c'est ce qu'on appelle nos RPA, nos résidences pour personnes âgées. Fait qu'on n'est pas encore rendu dans la vaccination de masse, mais déjà vacciné en résidence pour personnes âgées et en centre hospitalier, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite que le gouvernement fédéral soit capable de livrer son objectif, parce que nous, on est capable de vacciner de plus en plus rapidement maintenant qu'on a passé les zones plus difficiles. Mais ce qui s'en vient va être difficile. Là. Je veux dire, ça arrive dans quelques semaines, encore la vaccination de masse. Là. Il reste encore des groupes prioritaires avant, mais j'imagine qu'il y a un plan d'enclencher. Ah oui, tout à fait, parce que, écoutez, pour être capable d'avoir fait 1,3 million de doses à la fin mars, il va falloir qu'on accélère. Mais encore une fois, je le répète, là, je l'ai dit souvent, on est dépendant bien plus de ce qu'on doit recevoir du fédéral que de notre capacité à vacciner. Je le dis plusieurs fois, on a déjà vacciné il n'y a pas si longtemps pour l'influenza 250 000 par semaine. Ça, c'est pas mal de vaccins. On n'est pas ici en ce moment, je vous dis que c'est presque une pratique qu'on fait. Là. Merci. Stéphanie Marin, la presse canadienne. Oui, bonjour à tous. Docteur O'Patterney, vous avez mentionné des procédures qui n'ont plus lieu, les greffes de reins, certaines chirurgies oncologiques. Est-ce que c'est une situation qui prévaut dans tout le Québec ou seulement dans certaines régions? Puis sinon, si oui, lesquelles, s'il vous plaît? Alors, le délestage se fait un petit peu partout au Québec, malgré qu'on mentionne qu'en ce moment, la situation est particulièrement critique dans le Grand Montréal. Ce délestage-là se fait sentir partout. Prenons, par exemple, le Saguenay, qui ont eu une baisse de cas depuis quelques semaines, mais leurs salles d'opération sont encore fermées à peu près à 60 %. Ceci dit, il y a des comités de vigie dans tous les établissements pour regarder et prioriser les différentes conditions cliniques. Alors, par exemple, les chirurgies d'oncologie sont préservées en très grande partie. D'accord, merci. J'ai une deuxième question sur la vaccination. Je ne sais pas si elle est pour M. Legault ou pour M. Dubé, mais vous verrez entre vous. C'est au sujet de la deuxième dose, vous l'avez brièvement évoqué. Ottawa, vendredi dernier, a mentionné que la question de la deuxième dose, c'était pas juste une question de est-ce que ça rend le vaccin plus fiable, moins fiable, mais c'était aussi une question d'approvisionnement. Pour convaincre les pharmaceutiques de livrer les doses telles que prévues, il fallait démontrer qu'on suive les prescriptions qu'eux-mêmes ont énoncées, que ça risquait de causer un problème si on ne le faisait pas. Alors, est-ce qu'Ottawa met pression sur vous, sur Québec, pour administrer la deuxième dose plus rapidement? Puis
si oui, est-ce que c'est ça qui vous pousse à revoir votre stratégie? Bien, sur ce point-là, je vais laisser le Dr Arruda répondre parce que c'est lui vraiment qui est au centre des négociations avec la santé publique du Canada aussi. Si vous me permettez, dans les faits, il faut comprendre qu'on a eu un avis de notre comité d'immunisation du Québec, comme ailleurs dans le monde, notamment en Angleterre, où on pense qu'actuellement, dans le contexte de la pandémie, dans le contexte où il y a plusieurs personnes qui décèdent, etc., dans le contexte de l'efficacité qui a été faite avec la première dose d'injection, qui serait plus adéquat pour protéger le maximum de vie, etc., d'utiliser toutes les doses qu'on reçoit actuellement. Là où est le débat actuellement, c'est sur l'intervalle. Et nous, on a dit qu'on va donner 2 doses. Ça, on n'est pas à dire on va donner une seule dose, on va donner 2 doses, mais on veut utiliser le vaccin de façon la plus optimale pour protéger le maximum de personnes dans un court laps de temps. Donc, à mesure qu'on va avancer, à mesure des discussions qu'on a notamment avec les avis qui peuvent venir, notamment du Comité national d'immunisation du Canada, qui commence à regarder aussi la question des intervalles comme tel, on va réévaluer la situation. On va faire des études au Québec aussi pour voir l'efficacité vaccinale des premières doses comme telles, puis on va suivre ce qui se passe à l'extérieur. Et tout dépendamment de ce qui va se passer actuellement, on verra à quel moment on fixera la 2e dose, mais soyez assurés que ce qu'on fait, c'est basé sur une analyse scientifique appuyée par notre Comité d'immunisation du Québec. Si vous le permettez, ma question, c'est de savoir si Ottawa vous fait pression sur vous, puis si c'est pour assurer les approvisionnements. Oui. Bien, écoutez, pour être très clair, là, d'abord, on voudrait que ce soit le gouvernement du Québec et non le gouvernement fédéral qui décide de la procédure. Nous, on préfère vacciner le maximum de personnes. C'est une question de solidarité. C'est vrai que c'est peut-être un peu moins sécure par personne, mais on rejoint plus de personnes. Par contre, ce que le gouvernement fédéral nous a dit, puis là où effectivement il faut se conformer, c'est est-ce qu'il y a un risque réel qu'une compagnie comme Pfizer cesse de livrer des doses parce qu'on ne respecte pas le délai entre les 2 doses. Là, évidemment, là, on va se conformer si c'est pour arrêter l'approvisionnement des nouvelles doses. Mais si on a le choix, là, puis on souhaite que ce soit le gouvernement du Québec qui fasse ce choix-là, c'est que nous, on préfère vacciner plus de personnes. On va y aller avec François Gariepi, Radio X. Bonjour à vous 4. La question est... En fait, il est évident qu'une vaccination massive comme celle que l'on vit comporte son lot de défis. À ce sujet, quand pensez-vous que l'entièreté du personnel médical au Québec sera vacciné et quel est le pourcentage actuel de vaccination chez les employés de la santé au Québec? Bien, écoutez, je vais revenir à mon tableau parce que je pense qu'une image vaut 1000 mots. Là. Vous voyez, lorsqu'on a fait nos calculs, on disait que dans le personnel de soignants, on parlait de 325 000 personnes. Et ça, là, ça inclut tout le personnel au complet à l'exclusion de l'administration. Alors, on s'entend vraiment, c'est les gens qui sont sur le terrain, ça inclut les médecins. Personnel médical. C'est vraiment... Mais ça va jusque, par exemple, dans les gens qui s'occupent du communautaire, c'est vraiment tout le personnel au complet. Puis on fait l'hypothèse aussi, encore là, de 75 %. Alors, aujourd'hui, la bonne nouvelle, là, sur le 240 000, on en a plus de 25 % qui est déjà fait. Alors ça, pour moi, c'est important. Puis, vous voyez ici, là, lorsqu'on aurait presque un 100 000 de plus, on aurait déjà un autre, on va dire un autre 40 % qui viendrait s'ajouter. Puis ça, c'est seulement au 8 février. Alors, on voyait qu'à la mi-mars, on aurait finalisé l'ensemble du personnel soignant. Puis c'est pour ça qu'on a des processus en parallèle, parce que quand on va voir qu'on a l'essentiel, puis il y a différentes couches de priorité à l'intérieur du personnel soignant aussi, bien là, on peut commencer nos résidences pour personnes âgées. Fait qu'on n'attend pas d'avoir complété, mais on va à nos autres priorités. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, bien, en fait, c'est le mois de mars, la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, c'est bien ça. En sous-question, bientôt 100 000 vaccins d'octroyés au Québec, mais qu'en est-il de l'émission d'un certificat de vaccination? Vous en aviez discuté, M. Legault, dans un point de presse antérieur. Mme Elliott, en Ontario, en discute aussi. Est-ce que le gouvernement du Québec travaille toujours sur une preuve de vaccination? Des organismes comme le Festival d'été, Oshiaga, les compagnies de train et les compagnies aériennes le réclament. Bien, la première chose, au Québec, on a déjà un grand avantage parce qu'on a, avec le carnet de Santé Québec, on a déjà une preuve de vaccination qui est disponible. Bon, maintenant, là, comme j'avais déjà expliqué, puis je pense que Dr Arruda peut compléter au besoin, là, comment on pourra facilement démontrer cette preuve-là si des organismes, comme vous parlez
d'Oshaga, ou que ce soit le festival d'été pourrait le demander. Compagnie Pour le présenter, c'est assez facile parce que c'est déjà dans nos mœurs de l'avoir dans le carnet santé. Donc, c'est un complément au carnet de vaccins qu'on a depuis la tendre enfance. Tout à fait. Merci à vous. François Carabin, Journal Métro. Bonjour, messieurs. Bonjour, Madame Paterny. Peut-être que ma question est justement pour vous, Madame Paterny. Il y a plusieurs hôpitaux qui sont au-dessus des 80% d'occupation de leur lit actuellement. Je prends rapidement l'hôpital général de Montréal, l'hôpital Royal Victoria notamment. Quels sont les hôpitaux à Montréal et dans le Grand Montréal qui sont le plus à risque de devoir déplacer des patients? Et est-ce que c'est nécessaire, peut-être M. Dubé, de demander aux patients non urgents de ne pas se déplacer dans ces hôpitaux-là en particulier? Merci de la question. Ça me donne l'occasion de vous montrer un tableau moi-même. Alors, nous voyons ici, et ça c'est pour le Grand Montréal, en bleu, on voit l'augmentation des hospitalisations. Et la ligne orange, je ne sais pas si vous voyez, si je le mets comme ça, la ligne orange, c'est les lits qui sont actuellement physiquement occupés. Et la ligne rouge, c'est les capacités qu'on s'est données sur papier pour les patients COVID. Mais ce que vous voyez, c'est que, oui, on a sur papier une capacité pour les patients COVID, mais il y a d'autres personnes qui sont actuellement dans ces lits-là. Alors, c'est pour ça, et c'est en lien avec le fait qu'il faut traiter d'autres maladies, mais aussi parce qu'il y a eu des fermetures de lits en lien avec le manque de personnel. C'est pour ça qu'en ce moment, la consigne a été donnée de, malheureusement, réduire dans le Grand Montréal les chirurgies d'un jour comme avec Hospice pour réorienter les infirmières pour réouvrir ces lits fermés, pour rehausser la capacité hospitalière partout. Ce n'est pas juste une question du Jewish ou de Maisonneuve-Rosemont, mais vraiment dans le Grand Montréal dans l'ensemble. Peut-être, Lucie, juste un point sur Dr. Paterny, pardon. Pour des cas, est-ce qu'on peut donner l'exemple, par exemple, d'Anna Laberge sur la Rive-Sud, où on a dû, justement, dans les derniers jours, demander aux gens de ne pas se présenter parce qu'il y avait déjà une surcapacité. Je pense que c'était un peu ça. Est-ce qu'il y en a d'autres exemples que vous pouvez nous donner vous connaissez bien votre réseau? Là? Oui. En ce moment, je ne dirais pas que la situation change vraiment d'une journée à l'autre et le contexte est critique pas mal dans tout le réseau du Grand Montréal. Alors, de dire d'éviter un, ça ne va pas mieux dans un autre en ce moment. Alors, c'est vraiment un effort collectif pour voir comment rehausser notre capacité actuellement. Alors, je ne donnerai pas de consigne d'éviter un ou un autre hôpital en ce moment. Merci. Monsieur Legault, la semaine dernière, votre vice-première ministre, Mme Guilbeault, a indiqué qu'elle ne voulait pas que les policiers remettent des contraventions aux personnes en situation d'itinérance. Ce matin, il y a une personne en situation d'itinérance qui s'est vue remettre une amende de 1 500 $. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, en fait, de ne pas mettre en place une exception pour ces personnes-là? Bon. D'abord, j'ai parlé avec la vice-première ministre ce matin de ce dossier-là. Ce qu'on me dit, c'est qu'on est intervenu 122 fois auprès d'itinérants. Il y en a un seul qui a reçu une contravention. C'était un itinérant connu des policiers. C'était à Montréal. Et je pense que pour ce qui est des raisons puis du contexte, là, j'aimerais mieux qu'on pose la question à la SPVM. Merci. On va passer à Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Bonjour à tous. Une question pour Mme la sous-ministre. Pour faire suite un peu ce dont vous parliez, malheureusement, là, des décisions difficiles éventuellement à prendre. Question précise, est-ce qu'il est question de faire des choix en fonction de l'âge des patients? Et si oui, ce serait quand? Alors, vous voyez qu'on fait des décisions selon l'âge. C'est de rapidement cibler et vacciner toutes les personnes âgées parce que c'est les personnes les plus vulnérables en lien avec le COVID. Alors, c'est eux qu'on veut les plus protéger. Maintenant, pour ce qui concerne les décisions des interventions médicaux,
ils sont faits sur le niveau de besoin, le niveau d'urgence, et ce n'est pas une question d'âge en termes de donner les soins. D'accord. Une question pour le ministre de la Santé, M. Dubé. On m'informe à Québec, mes collègues, qu'il y a une part informatique importante au niveau du DSQ, là, ça s'appelle le Santé Québec, qui gère en fait les dossiers médicaux des Québécois. Là. Qu'en est-il de ça? Je veux dire, c'est quand même inquiétant. En pleine pandémie, depuis 48 heures, il n'y a pas de renseignements sur informatique à propos des dossiers médicaux des patients. Oui, c'est exact. Alors, juste pour rassurer les gens, c'est pas une cyberattaque ou quoi que ce soit, c'est malheureusement un problème informatique. C'est un enjeu de logiciel. Les gens ont essayé de... Vous avez raison sur une chose aussi, c'est vraiment le système qui permet, entre autres, ce qu'on appelle le dossier Santé Québec, qui permet aux médecins d'avoir accès, par exemple, à l'imagerie dans votre dossier pour savoir une radiographie que vous avez eue, etc. Donc, c'est une partie importante de notre système de santé. Et ça, lorsque les gens ont voulu, ce qu'on dit, repartir le système hier matin, il y avait encore le même problème. Alors, habituellement, quand il y a des bugs, des problèmes comme ça, on fait quelques ajustements, on repart le système, puis malheureusement, lorsqu'on a voulu le repartir, il n'y avait pas encore de solution correcte, mais les gens sont là-dessus. Mais je veux juste rassurer tout le monde, on n'est pas dans une cyberattaque ici. C'est vraiment un problème de logiciel que nos experts vont essayer de régler le plus rapidement possible. Vous pensez que ça va être réglé quand? Ben, écoutez, comme tout problème d'informatique, on veut que ce soit hier, là, mais nos gens sont là-dessus pour que ça se règle très rapidement. Merci. On va passer à Clara Loiseau, Journal de Montréal. Bonjour messieurs, bonjour docteur. Alors on a 1,3 million de tests rapides qui n'ont pas encore été utilisés. Est-ce que vous comptez les utiliser justement pour dépister la COVID-19 dans les écoles ou les milieux de travail qui sont encore ouverts? Bon, écoutez, je vais prendre la chaleur là-dessus parce que c'est un débat qui dure depuis très longtemps. Moi, j'aimerais peut-être prendre un petit peu de recul pour répondre à votre question là, sur... Premièrement, en termes de dépistage, là, nous, comme position, là, incluant la santé publique, on n'a absolument rien contre les tests rapides, je vais vous le dire. Mais on sait qu'on est passé au Québec là, où le dépistage, maintenant, c'est vraiment notre force. On a tous les tests, on a tous les équipements nécessaires pour faire nos tests avec les outils qu'on a, ce qu'on appelle les PCR, là, et on n'a pas besoin d'avoir d'autres équipements, entre autres dans les tests rapides. Bon, puis une des raisons pour lesquelles on n'en a pas senti besoin, puis malgré le fait qu'on l'a essayé à plusieurs endroits, c'est parce qu'on n'en manque pas de tests. Puis en ce moment, on est capable de répondre rapidement à ceux qui se font tester. C'est pas comme au début lorsqu'on avait des enjeux d'échéancier. Mais pourquoi le problème, l'enjeu avec les tests rapides, c'est que dans la plupart des cas, là, puis là, je ne veux pas nommer de nom de compagnie, mais le gros pourcentage de ceux qu'on a en inventaire, ils ne sont pas aussi fiables que ce qu'on a qui est nos tests PCR. Alors, pour le moment, puis je dirais, dans les circonstances actuelles, on n'a pas besoin de les utiliser parce que, justement, alors, les gens vont peut-être me reposer la question encore dans une semaine puis dans 2 semaines. Mais en ce moment, on n'a pas besoin de ces tests-là parce qu'on en a assez des nôtres, on les maîtrise bien, les PCR. Puis en plus, bien, écoutez, on n'ira pas les remplacer des tests qui vont bien dans des délais très corrects par des tests qui seraient peut-être, n'auraient pas la même fiabilité. Alors, notre réponse à ça pour le moment, c'est ça. Est-ce qu'il y aura d'autres mouvements qui pourront être faits? Est-ce qu'il y aura d'autres projets pilotes qui pourront être faits? Mais notre réponse très claire en ce moment, on n'en a pas besoin. Monsieur Dubé, je vais me permettre quand même de dire une chose. Il n'y a pas de manque de tests au Québec pour être capable de faire du dépistage, puis on a un des meilleurs tests. Ce que je veux rappeler ici, c'est que si vous avez des symptômes, puis particulièrement aux parents l'école va commencer, la grippe ne circule pas au Québec. Donc, si votre enfant a des symptômes, vous le gardez à la maison, puis vous lui faites passer un test et vous l'isolez. Vous n'attendez pas 24 heures, on n'est pas du tout dans la même situation qu'au printemps, on est dans une période de haute transmission. Donc, il y a des tests rapides, pas rapides. Ça, le test qu'on va utiliser, ça nous regarde, si vous me permettez, là, puis on le fait sur la base des recommandations d'experts. Il est utilisé déjà à certains endroits, là où on pense qu'il y a bénéfice. Mais ce que je veux rappeler à la population, vous avez des symptômes, vous vous isolez, vous vous appelez, vous allez passer un test et vous attendez le résultat.
Et quand la santé publique vous appelle, vous collaborez avec eux pour qu'on brise la chaîne de transmission. C'est très important que les gens se fassent dépister actuellement. Et je veux mentionner aussi que malgré qu'on ait le couvre-feu, il faut que partout dans notre journée, on applique les mesures qui sont importantes. Et même pendant qu'on vaccine actuellement, puis que c'est un espoir, ça prend de la distanciation de 2 mètres. Il faut porter le couvre-visage puis l'hygiène des mains. Donc, on s'attend que les milieux ouverts appliquent ça avec rigueur, comme ils l'ont fait au printemps dernier. Peut-être si je peux compléter ma réponse, parce que des fois, en écoutant le Dr Arruda, ce que j'aimerais mentionner, c'est que c'est un choix qu'on a fait au niveau des tests rapides de ne pas les appliquer massivement. Puis souvent, ce que vous entendez, lorsqu'on se dit, mais pourquoi vous ne les appliquez pas, par exemple, dans les écoles ou dans les milieux de travail, c'est parce que c'est un choix où on dit, quand on a des tests importants à faire, on a à le faire massivement, les tests qu'on a en ce moment répondent très bien. Alors, je voulais juste vous donner cette précision-là, parce qu'il pourrait y avoir des petits cas, mais lorsqu'on parle de 1 million de tests, on n'a pas besoin de ces tests-là. On a ce qu'il faut pour le faire présentement. Parfait, merci. Deuxième question. S'il faut à nouveau serrer la vis, qu'est-ce que vous comptez fermer en premier? Est-ce que ce sera les écoles ou les milieux encore ouverts comme la construction ou les activités extérieures, par exemple, qui sont permises? Bien, écoutez, pour l'instant, on pense que les mesures qu'on a mises en place, là, le couvre-feu, ce qu'on vise avec le couvre-feu, là, on l'a vu pendant le temps des fêtes, c'est qu'il y a encore trop de personnes dans les maisons qui rencontrent des personnes de 65 ans et plus. Donc, c'est certain qu'avec un couvre-feu à 8 heures, là, je voyais la France qui l'a même mis dans certaines régions à 6 heures, à 18 heures, ça permet de réduire le nombre de rassemblements privés, entre autres avec des personnes de 65 ans et plus. Donc, si on est capable, puis on est optimiste, on pense qu'on est capable avec le couvre-feu de limiter les rassemblements privés. Puis je lance encore un appel, j'implore les Québécois, allez pas, à moins que ce soit absolument nécessaire, rencontrer des personnes de 65 ans et plus à la maison. Merci. Avant de passer en anglais, une dernière question de Annie Guillemette, Cogeco Nouvelles. Bonjour à tous. Docteur O'Patterney, vous avez parlé tantôt de l'espèce de déménagement, entre guillemets, des infirmières en chirurgie d'un jour qui vont porter secours pour ouvrir des lits de COVID. Il y a un spécialiste qui nous disait aujourd'hui qu'on pourrait aussi rapatrier des inhalothérapeutes, par exemple, parce que ça en prend beaucoup pour la COVID, de d'autres régions où il y a moins de difficultés que dans le Grand Montréal. Est-ce que c'est une solution qui est aussi sur la table? Je ne dirais jamais non aux solutions potentielles et on regarde et on considère tout, sauf que il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus fragiles en termes de leur capacité tout court. Prenons le Côte-Nord. Ils ont une dizaine de lits de soins intensifs. Alors, ça ne prend pas grand-chose, une grande éclosion, de rapidement aller chercher l'entièreté de leur capacité. Alors, je pense qu'on a d'autres solutions potentielles avant d'aller chercher et transférer des professionnels de la santé vers le Grand Montréal. Merci. Monsieur Dubé, je vais vous parler de vaccination. Vous avez dit, là, hier, c'était 72-73 % des vaccins reçus qui avaient été administrés. Aujourd'hui, on a passé le cap des 80. On peut monter jusqu'à quoi pour que le vaccin qui entre s'en aille directement dans le bras d'un patient? Est-ce qu'on va jusqu'à 90 % des livraisons? Mais là, je pense qu'on atteint notre maximum parce que, regardez, là, je vous disais, prenons des chiffres très simples. Là. Mettez qu'il nous reste en ce moment à peu près une vingtaine de mille vaccins à faire pour notre 20 %. Puis, on est capable de faire 2 journées à 10 000 comme ça. Là. Alors, si les vaccins ne rentraient pas demain, ça veut dire que mercredi, on n'est pas capable de vacciner. C'est pour vous dire à quel point la livraison du fédéral, selon les échéanciers prévus, elle est importante. Parce que nous, ce qu'on fait pour faire, j'utilise l'expression anglophone « just in time », c'est ce qu'on demande à M. Paré, c'est de prendre les rendez-vous en fonction des dates de livraison prévues. Alors, les gens dans les CHSLD, dans notre réseau, puis ultimement partout,
On dit, regardez, on s'attend d'avoir du Pfizer qui va rentrer mardi, on est capable de livrer mercredi. Alors moi, c'est pour ça que j'avertis là, que si jamais vous voyez un chiffre de 6 000 ou de 4 000 mercredi ou jeudi, c'est pas parce que notre équipe ne veut pas vacciner. On a des gens excessivement compétents, mais ça nous prend des vaccins qui arrivent à temps. Juste être certaine que je comprends, vous donnez les rendez-vous au personnel ou aux résidents des CHSLD avant même que la livraison ait été effectuée? Bien, certainement, parce que ce qu'il faut être capable de faire, c'est regarder, là, il y a quand même un temps de préparation. Un vaccin de Pfizer qui va rentrer demain, vous le savez, le système est assez complexe, en plateau, tout ça. Il y a du temps de préparation, il faut aller le distribuer. Fait que toute cette logistique-là, puis c'est pour ça que je le rappelle que l'équipe de M. Paré fait un travail extraordinaire, mais on ne voudrait pas arriver et dire, bon, maintenant qu'on l'a dans tel CHSLD ou tel endroit, là, on va appeler, on va dire, qui veut se faire vacciner? Non, non, on prend ce choix-là d'être capable de dire aux gens, regardez, si tout va bien, on va commencer à vacciner du Pfizer mercredi dans le CHSLD ABC. Merci. On va passer aux questions en anglais. CTV. Bonjour. Monsieur Legault, on dit qu'il y avait des gens qui tombaient malades dans les CHSLD après la vaccination. Est-ce qu'il y a eu une enquête? C'est ce qu'on entend. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été réinfecté par la COVID par après? Réponse. En fait, nous savions qu'il y aurait des cas même après la vaccination, parce qu'il y avait déjà des éclosions dans le milieu. Donc, il faut étudier l'historique de chaque cas pour comprendre le moment de l'infection, le moment de l'inoculation et le moment de l'apparition des premiers symptômes. Et ces enquêtes sont en cours maintenant et nous le ferons partout où il y aura eu des inoculés pour mieux comprendre le phénomène. Nous savons que le vaccin est efficace à un pourcentage élevé, mais il y a toujours des gens qui ne peuvent être protégés. Si vous êtes plus âgé, peut-être l'efficacité est plus faible, mais les cas que nous avons observés dans ces endroits ne sont pas un exemple de l'inefficacité de l'inoculation, mais ce sont des gens qui étaient infectés avant d'être vaccinés. Et même dans les essais pharmaceutiques, cela peut survenir. Dans les 14 jours après la vaccination, il y avait des gens qui tombaient malades. Et cela n'est pas un effet du vaccin. Question. Monsieur Dubé, pourriez-vous répéter ce que vous avez dit sur les tests rapides et le besoin de ces trousses? Réponse. Ce que j'ai dit, c'est qu'avant tout, il faut établir que nous n'avons rien contre les tests rapides. Mais dès le début, et surtout lors de la deuxième vague, où nous avons été en mesure de tester 35 000, 40 000 par jour et même davantage, nous n'avons pas besoin de trousses supplémentaires. Et les plus fiables sont les RPC. Donc, nous n'avons pas besoin. Maintenant, la raison du choix, c'est que nous n'avons pas besoin du test rapide parce qu'ils ne sont pas aussi fiables. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de provinces qui ont fait les mêmes choix. On n'en a pas besoin à moins qu'on manque de tests. Mais dans notre cas, on n'en manque pas. C'est pourquoi nous ne nous en servons pas pour les tests de masse comme on le fait depuis le début. J'aimerais peut-être ajouter quelque chose. Ce que j'ai entendu, c'est que ce sont les tests rapides prennent du temps pour prendre le test, obtenir le résultat plus rapide. Mais si vous voulez tester 10 personnes, c'est plus rapide d'utiliser le test régulier que celui qu'on dit rapide. Donc, le test rapide est un test lent à certains égards, si vous comprenez. Moi, je voudrais aussi rajouter quelque chose que je disais en français pour que les anglophones puissent l'entendre. Il n'y a pas de problème d'accessibilité aux tests au Québec comme on a connu au printemps. En fait, il n'y a pas de problème. Donc, si vous êtes malade, si vous avez les symptômes d'un rhume, si votre fils est malade, isolez-vous, allez vous faire tester.
et occupez-vous d'obtenir un résultat et la santé publique vous rappellera, car il est très important. Les gens subissent moins de tests, mais ce n'est pas parce qu'il y a un manque de capacité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de grippe. Alors, si vous avez des symptômes, il y a une possibilité que ce soit la COVID. Donc, n'oubliez pas qu'à tous les jours, quand vous êtes en contact avec votre famille, des gens plus âgés, comme le premier ministre l'a dit, il est important de respecter les 2 mètres, de laver les mains et de porter le masque. Ça, c'est critique. C'est critique, même si les chiffres sont en baisse. Il y a encore un impact important sur le système de santé. Et nous ne voulons pas que les gens connaissent de problèmes d'inaccessibilité aux soins. Le vaccin va nous aider, certes, et beaucoup, mais maintenez l'hygiène des mains, le masque et la distance physique. N'oubliez pas cela au travail, même pendant les pauses au travail. Parfois, les gens dans la cantine vont enlever le masque, ils vont manger ensemble. C'est vraiment une situation qui est risquée quand on sait que le virus se propage au Québec au moment où on se parle. Ma première question, c'est pour le ministre Dubé. J'ai parlé à un service de soins aigus d'un petit hôpital et il dit qu'ils sont déjà débordés, surtout parce qu'il y a un manque d'inhalothérapeutes et d'infirmières. Ces infirmières et inhalothérapeutes ont été embauchés par des agences de placement temporaire qui payent davantage et qui garantissent des conditions intéressantes. Et donc, ils retournent dans les hôpitaux, mais ils refusent les quarts de travail difficiles. Donc, est-il possible de forcer le secteur privé d'offrir du personnel 24 heures sur 24? Réponse. J'ai pas compris quel hôpital? C'est Maisonneuve-Rosemont, d'accord? Il dit qu'ils sont à 20 patients. Ils peuvent accueillir que 18 si vous regardez la dotation personnelle. Ils ont des respirateurs, ils ont des lits. Mais alors, en ce qui a trait à leur capacité de traiter des gens, ils sont débordés en lien avec le manque d'effectifs. Réponse. Ben, je vais peut-être passer le micro à la responsable. Réponse. On nous a pas signalé qu'il y avait une fuite, un exode du personnel des soins intensifs tels que vous le décrivez. En même temps, le manque de personnel est énorme. Je vous l'accorde. Il y a un peu de tout. Si nous regardons l'année dernière, bon, ça, c'est l'enjeu sous-jacent critique. Les gens pensent, bon, l'année dernière, nous avions 6 000 lits qui sont libres. Pourquoi ne pas revivre cela? Mais prenons le nombre d'infirmières. Certaines doivent être à la maison parce qu'elles sont malades ou immunodéprimées. On ouvre un centre de dépistage. Elles sont réaffectées vers les CHSLD et autres centres de soins. On ouvre d'autres centres de dépistage. Donc, il y a moins d'infirmières. Même si, par exemple, il y a quelques-unes qui ont choisi le travail par agence. Le nombre très important d'infirmières absentes, c'est aussi parce qu'elles sont réorientées vers d'autres milieux. Question, mais est-ce qu'on peut réaffecter les infirmières et les inhalothérapeutes vers les hôpitaux moins importants? Car il y a des sureffectifs dans certains centres de soins, dans certains hôpitaux. Réponse. Ce que nous tentons de faire par différents mécanismes, c'est augmenter notre capacité de lit. Et quand on parle de capacité de lit, on ne parle pas de lit en soi, mais de lit avec le personnel nécessaire. Donc, il y a une série de gestes posés et de modalités pour accélérer l'optimisation.
S'il y a des petits hôpitaux qui sont en surcapacité, un patient va être transféré d'hôpital. Donc, soit on déplace les patients, soit le personnel. Deuxième question, pour M. Legault. Pourriez-vous me dire, étant donné la situation critique que nous constatons aujourd'hui, pourquoi votre gouvernement n'envisage pas un confinement sévère comme au printemps? Réponse. Avant tout, ce qui est important, et c'est pourquoi je l'ai répété mercredi dernier comme aujourd'hui, il nous faut concentrer nos efforts sur les gens de 65 ans et au-dessus. 80 des gens hospitalisés sont dans ce groupe d'âge. 95 des décès sont dans cette tranche d'âge également. La plupart de ces personnes ne travaillent pas. Et ces personnes ne sont pas à l'école, elles sont à la maison. Donc, notre défi réel, c'est de tenter d'avoir moins de rassemblements dans les résidences privées au Québec, surtout où il y a des gens de 65 ans et plus qui sont présents. C'est pourquoi le couvre-feu est la meilleure mesure pour atteindre cet objectif, à savoir de ralentir la cadence ou la fréquence des rassemblements où il y a des gens de cette tranche d'âge qui sont présents. Si nous fermons davantage d'écoles ou d'entreprises, que nous pourrions régler le problème. Ça manquerait la cible. Il est très important que chacun comprenne que le problème est ailleurs. Ces personnes-là, cette tranche d'âge est vulnérable et il faut les protéger. Et il nous faut donc réduire le nombre de rassemblements en résidence privée, donc dans les résidences des particuliers. Question. Docteur O'Patterney, pourriez-vous nous brosser un tableau, comme vous l'avez fait en français, pour le milieu hospitalier montréalais? Quels sont les problèmes de capacité des soins intensifs et combien de patients ont été transférés en région en lien avec ces problèmes, par exemple? Réponse. Quand il est question de capacité, il est question de problèmes dans les lits de court terme et les lits de soins intensifs. Donc, dans ces deux domaines, nous connaissons des problèmes. Et dans la région montréalaise, c'est ce qui prévaut. Y a-t-il un hôpital à éviter, par exemple? Eh bien, la réponse, c'est que pas mal tous les hôpitaux sont en train de subir des pressions qui augmentent. Quant au transfert, maintenant, en lien avec votre question, nous avons en place un système qui essaye de trouver un équilibre entre le nombre de patients qui ont la COVID dans les soins intensifs dans la région montréalaise. Et cela inclut les soins aigus. Donc, il n'y a pas un hôpital qui a 100 de la capacité et un autre 25 en lien avec la présentation à un seul hôpital. Donc, la plupart des transferts sont intra-régionaux. On essaie d'équilibrer la charge de travail. Je ne pense qu'à un seul exemple d'un transfert interrégional de Montréal, donc vers une autre région, pour le moment. Question. Et que dire des autres régions? Est-ce qu'il y a eu des transferts interrégionaux ailleurs dans la province? Réponse. La situation qui prévaut est problématique à Montréal, mais vers la fin de novembre, la situation était vraiment problématique à Chicoutimi. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de transferts de patients en soins pulmonaires vers Québec. Il y a eu également une éclosion, donc il y avait très peu de chirurgie cardiaque à Chicoutimi. Il y a eu donc des transferts vers la ville de Québec. Alors, il y a certainement eu un certain nombre d'exemples. Avant Noël, par exemple, dans la vieille capitale, il y a eu vraiment des problèmes. Il y a eu une réduction des chirurgies. Et dans ce contexte-là, par exemple, Trois-Rivières a pris certains cas cardiaques. Donc, selon la situation, il y a, il y a des couloirs de service, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais on essaie de s'assurer que les gens qui ont des problèmes aigus, qui ne peuvent attendre, sont traités par le réseau. Question. Monsieur Legault, quant au report de la deuxième dose du vaccin, le gouvernement fédéral laisse entendre, et vous en avez parlé en français,
que cela pourrait peut-être menacer l'approvisionnement, car les fabricants vont hésiter à distribuer le vaccin aux gens qui ne suivent pas le protocole d'inoculation. À quel point êtes-vous préoccupé que votre décision de reporter la deuxième dose pourrait menacer la capacité d'Ottawa d'acheter d'autres doses? Réponse. Bien sûr, c'est le gouvernement fédéral en discussion avec les pharmaceutiques tels que Pfizer et Moderna, bien sûr. S'il y a un impact sur l'approvisionnement, nous arrêterions notre report. Mais si nous avions le choix, nous préférons vacciner plus de gens que d'administrer 2 doses. Question, mais est-ce que cela ne vous dérange pas que c'est contraire aux recommandations des fabricants? Réponse. Je comprends que les fabricants préfèrent, s'ils veulent une efficacité de 100% à l'inoculation, que nous offrions les 2 doses. Mais comme société, c'est une question de solidarité. Moi, je préfère que nous ayons plus de gens qui sont protégés à 70 ou 80% qu'avoir un plus petit nombre qui sont protégés à 100%. C'est une question de solidarité. Dernière question. Bonjour. Les études entre août et décembre ont montré que les étudiants sont un vecteur élevé de transmission. Les chercheurs craignent qu'il y aura plus de transmission communautaire en fermant les écoles. Alors, que savez-vous de la transmission par enfant et le risque accru si vous maintenez les écoles ouvertes? Réponse. Je comprends tout à fait qu'il existe un risque de ramener les enfants en milieu de classe. Par contre, il nous faut trouver un équilibre, qu'il y a d'autres désavantages au maintien à domicile. Des désavantages d'apprentissage, des désavantages de nature socio-émotive. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les conséquences négatives importantes sont dans une probabilité très faible pour les enfants et très élevée quand vous êtes plus âgé. Donc, il faut trouver l'équilibre, le fin équilibre. Et nous savons très bien que beaucoup de nos enfants, ils ont manqué bien des semaines d'école au printemps. Donc, pour moi, il est important que les enfants continuent d'apprendre et d'être en milieu scolaire, même s'il y a un tout petit risque accru. Deuxième question, Monsieur le Premier ministre. Beaucoup de restaurants se servent de Uber Eats ou Skip the Dishes pendant la pandémie pour livrer des repas et les frais sont élevés. Madame Plante demande à la province de plafonner ces frais. Est-ce que vous l'avez envisagé? Réponse. Nous pourrions l'examiner, mais en pratique, ce ne serait pas facile à faire, vous savez. Mais je m'imagine que c'est une question à quel point les restaurants veulent charger, combien le client est prêt à payer. Vous savez que le principe d'Uber et de ces services-là, c'est que vous payez davantage quand la demande ou quand l'offre n'est pas grande. Donc, on pourrait l'examiner, mais je ne suis pas sûr qu'en pratique, il serait réaliste d'imposer des règles et assurer leur respect. Question. Mais ce sont les frais que les restaurants paient pour faire partie de la plateforme de livraison. Réponse. Oui, mais combien êtes-vous prêt à payer pour recevoir votre repas à minuit comparé à 18 heures, par exemple? Le prix change. C'est l'offre et la demande. Monsieur Dubé a juste un dernier point à ajouter. Peut-être que j'ajouterais pendant qu'on est tous... Alors voilà, un long point de presse de la santé publique de M. Arruda, M. Legault, M. Dubé et cette sous-ministre qui est une nouvelle venue à cette table, mais qui a répondu à des questions avec beaucoup d'aplomb, Alex, et des questions qui étaient essentielles. Il y a beaucoup de chiffres, hein? Beaucoup de chiffres. Cette pandémie, c'est une histoire de chiffres. Mais il y en a un qui m'a particulièrement frappé, et c'est celui des hospitalisations. On oublie que le 11 décembre, il y avait 472 personnes hospitalisées dans les hôpitaux du Québec. Et hier, le 10 janvier, on était à 1436. C'est presque 3 fois plus. Et c'est pour cette raison qu'on est en ouvre-feu. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète, hein, parce qu'on atteint vraiment
un point de rupture. On n'est pas encore au point où on va prendre des décisions déchirantes, mais ça pourrait arriver là, prochainement. Oui. On est dans un scénario qu'on redoutait depuis déjà plusieurs semaines. Le point de bascule semble avoir été franchi à plusieurs endroits. Et ce que disait la docteure O'Patterney, c'est que justement, dans la région de Montréal, presque tous les hôpitaux sont dans une situation critique. Et vous donniez le chiffre de 1436 hospitalisations. Là-dessus, il y en a 1071 qui sont dans la région de Montréal seulement. Et c'est là qu'il y a vraiment un problème et qu'on commence à transférer des patients. Ce qui fait qu'on doit encore faire du délestage, reporter des chirurgies d'un jour notamment, reporter des greffes, reporter des traitements parfois qui sont importants pour les patients. On dit que pour les greffes, par exemple, on ne toucherait pas aux enfants, mais il y a des adultes qui attendent des traitements qui ne pourront pas les avoir en raison de la situation. Il est incapable de donner des dates pour des rendez-vous. Dr. O'Patterney qui donnait l'exemple d'un cancer du côlon, dépistage. Pas être en mesure de dire aux patients, bien, on va pouvoir vous faire passer un test de dépistage à telle date. Ça provoque beaucoup d'anxiété, ça, chez les patients. Ah oui, puis il y en a 140 000 de ces activités médicales-là, disons, qui sont repoussées. Donc là, on a des conséquences concrètes d'une situation de débordement dans le réseau de la santé, celle qu'on souhaitait éviter depuis déjà plusieurs semaines. Et lorsqu'on dit qu'il y a 1436 hospitalisations, ça veut dire qu'il y a ce nombre de lits qui sont occupés sur un total de 2164 au Québec. Ce qui fait que ça a un impact à peu près partout, d'autant plus qu'on commence à transférer les patients de la Montérégie vers Sherbrooke, de Longueuil vers Saint-Hyacinthe et entre les régions aussi. Dans les régions à Montréal, c'est déjà un peu mieux, mais il faut voir si ça va durer. Mais M. Dubé qui disait quand même, la vaccination, ça va assez bien. Hein? On semble être dans les temps et on attend les doses. Hein? Plus, et c'est ce que M. Dubé disait, amenez-en des doses, parce qu'on est capable, on a la capacité de vacciner en ce moment. Et on est pas mal dans le meilleur qu'on peut faire en ce moment. C'est-à-dire que 80 des doses qu'on a reçues, on les a administrées. C'est pas mal le niveau qu'on peut attendre en général. Donc, au fur et à mesure que les doses arrivent, on les administre. Et là, on va peut-être devoir rechanger la stratégie, à savoir si on doit attendre, réserver des doses pour la deuxième dose, compte tenu des demandes de Pfizer et de Moderna, mais ça reste encore à voir. Bien, merci beaucoup, Alex. On vous retrouve tout à l'heure pour la période des questions avec les téléspectateurs. Ce sera un plaisir là, de vous entendre, de répondre à ces questions. Avec Alors, plaisir, 16h30, c'est un rendez-vous.